On ouvre à présent une page politique. On accueille Julie Pontalba dans C'est politique. Alors, la question, bonsoir Julie Pontalba. Bonsoir Gismi Ramoudou. Alors, le 19 mars, on y revient chaque fois, mais aujourd'hui on a l'impression quand même que ça n'a plus vraiment de valeur. Les gens ne se souviennent plus que c'est le 19 mars qu'a été votée cette loi pour la déportation. Oui, tout à fait. Malheureusement, les gens ne s'en souviennent plus. Et est-ce qu'on leur a parlé de ça véritablement? Ce n'est pas sûr. On ne voit pas vraiment ça à l'école et c'est dommage. Pour autant, c'est une part très importante de notre histoire et on est même en train de dire que c'est... On va juste rappeler que c'est donc le 19 mars 1946 que deux députés de La Réunion, Raymond Vergès et Léon de Loppervenche ont fait voter donc à l'Assemblée nationale que la loi passait, que La Réunion passait d'une colonie à un département. Exactement. Ces personnes ont été élues en octobre 1945 et à peine 4 mois après, ils ont réussi à faire voter cette loi qui fait évoluer le statut de La Réunion. On était... Pas seulement La Réunion, il y avait 4 départements. Il y a 4 départements, les 4 vieilles, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et donc, il n'y avait pas que Raymond Vergès et Léon de Loppervenche, il y avait aussi Aimé Césaire, entre autres. En Martinique. En Martinique. Donc, ces personnes, à l'époque, dans un courant d'indépendance, c'était à l'époque... Et surtout dans un courant de décolonisation suite à la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Algérie allait passer en 62 donc redevenir indépendante. On a vu tout cette démarche, mais quand on regarde, et Paul Vergès l'a souvent dit dans ses conférences de presse, et je peux le dire pour les avoir beaucoup suivis, qu'est-ce que La Réunion a raté? Qu'est-ce que la classe politique aussi a manqué comme rendez-vous depuis 1946? C'est vrai qu'à cette époque-là, tous les autres pays étaient dans une dynamique d'indépendance. Et ces 4 vieilles qui étaient attachées à la France d'une autre manière que les autres pays, les autres colonies, quelque part. Ces pays-là ont demandé le rattachement à la France, mais parce qu'il y avait aussi un contexte assez particulier à La Réunion, comme dans ces autres DOM actuellement. Il y avait une grande misère, une très très grande misère. Les gens qui sont encore là aujourd'hui, qui ont connu cette époque, il y avait une mentalité infantile énorme. On faisait beaucoup d'enfants, mais on en perdait beaucoup. La misère, on n'avait pas à manger. Au sortir de la guerre, la Réunion est exsangue, elle n'a plus rien, le riz n'arrive plus, les gens ont arraché les champs de canne pour planter tout ce qui est patates, manioc et nourrir la population. Donc c'est dans ce contexte de grande misère que les hommes politiques ont préféré, au lieu de se battre sur le côté identitaire à cette époque, ils se sont battus sur le côté social et le rattachement à la France, c'était avoir la sécurité sociale, par exemple, avoir l'égalité avec la France, avoir aussi les moyens financiers, le moyen de faire vivre le peuple. C'était ça qui a primé à l'époque et c'est ça qui fait qu'on a effectivement raté un peu le côté, le combat pour l'indépendance. D'un côté, il y a aussi le fait, l'engagisme va s'arrêter vers 1930 avec les derniers engagés seront les Rodriguez. L'esclavage a été aboli en 1848, ça faisait presque 100 ans seulement on était donc à la 4e génération de Noirs libres. Il y avait toujours ce conflit entre gros blancs et la classe moyenne, un peuple assez dans la misère. Tout à fait. Il y a 2 classes, effectivement. D'un côté, ceux qui ont beaucoup, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont beaucoup, ils possèdent beaucoup. Et la grosse masse de la population qui possède quasiment rien. Effectivement, il y a cette structure de classe différente de ce qu'on peut trouver en France ou en Europe. Et ici, ça part du fait de l'esclavage. La population est formée dès qu'elle est habitée, finalement, La Réunion, on met l'esclavage. Et l'esclavage, c'est quoi? C'est d'un côté, il y a des gens qui travaillent, il y a une classe qui travaille, mais cette classe-là, elle n'est pas payée. Donc, on ne peut pas la comparer aux classes sociales qu'il y a en Europe, selon Marx, le prolétariat, parce que là-bas, les gens sont quand même payés. Ici, l'esclave, lui, il n'est pas payé, il n'a même pas d'identité. On lui enlève toute culture, on enlève tout, même pas, il n'a pas droit de porter son nom, son propre nom. Donc, on ne peut pas vraiment comparer les classes à La Réunion et ceux comme on entend parler ailleurs, effectivement. Et
on va citer cette phrase récurrente que à chaque fois Paul Vergès nous disait, il n'y aura pas d'intégration sans assimilation. Non, parce que intégration, c'est on veut s'intégrer à la France, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi accepter les lois, accepter ce qu'impose le gouvernement français. Et si on est dans la départementalisation, on ne peut pas dire on est département français, mais on a notre propre. On pourra difficilement imposer notre culture. Ça a été fait, hein. Le Parti communiste s'est beaucoup battu pour affirmer l'identité réunionnaise, affirmer qu'il y a un peuple réunionnais, mais ce sera difficile tant qu'on reste sous statut de département. Et c'est un peu ce que demande actuellement le PCR, c'est de voir qu'on est arrivé à bout. À un moment, il fallait cette loi. Ce constat est unanime dans la classe politique. Tout le monde dit que la structure actuelle est arrivée à bout de souffle. Mais tout le monde le dit maintenant. Mais il n'y a aucune proposition d'une évolution concrète du statut, y compris chez les communistes. Et je vais préciser ma question. La question d'une assemblée unique est quelque chose de concret, bien sûr. Mais sauf que ça, il n'y a que l'assemblée unique. Tout autour, la stratégie pour que cette assemblée unique puisse, rayonner sur l'ensemble du département, on ne le voit pas. Et c'est peut-être ça aussi que tout le monde a peur. On parle d'une assemblée unique, la fusion de la région avec le département, mais après, qu'est-ce qui va se passer? L'assemblée unique, mais pas seulement une assemblée unique, changer, regrouper les deux assemblées, c'est aussi avoir plus de pouvoir pour diriger le pays. C'est surtout ça qu'on demande. C'est ce qu'on demande depuis quelques années. C'est et je dirais même depuis le début de la création du PCA, c'est la responsabilité aux Réunionnais. Donc c'est pas seulement fusionner les deux assemblées et puis avoir une seule assemblée. C'est pas seulement ça. C'est avoir vraiment la possibilité de décider de certaines lois ici. C'est ça qu'on demande. Alors, pour l'instant, on va revenir. Ça, c'est une évolution. On va revenir sur cet article 73, alinéa 5 de Jean-Paul Vira-Poulet, qui aujourd'hui a inscrit dans le marbre que toutes les lois, que la Réunion reste dans le droit commun, que ne soient applicables que les lois votées en métropole pour être appliquées ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on en regarde ce qui s'est passé aux Antilles, les lois expérimentales n'ont pas vraiment connu un grand succès en Martinique, en Guadeloupe. Ah, pourtant, il y a eu des avancées. Ils ont fait des lois pour protéger la culture de la banane, par exemple. Il y a eu des lois concernant l'énergie solaire. Si on pouvait, nous, expérimenter ça, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. On pourrait mettre la Réunion définitivement sur la voie du développement durable. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire ici au niveau du solaire? Il y a énormément à faire, mais il y a des lois qui nous empêchent d'aller plus loin. On est entouré de la mer, mais on n'a aucune possibilité de pouvoir donner du travail aux Réunionnais avec ce qu'on a autour. On a beaucoup de richesses naturelles qu'on ne peut pas exploiter. Et je pense que si on a la possibilité de faire certaines lois, il y a la possibilité d'exploiter ce qu'on a dans notre pays et de donner du travail aux Réunionnais. J'ai sans doute augmenté les regrets de Julie Pontelba. De 83 à 2004, le PCR a eu les rênes du pouvoir au niveau des communes, du département, de la région. Qu'est-ce qui explique que Paul Vergès, à ce moment-là, n'a pas profité de ce pouvoir pour justement faire évoluer le statut? C'est pas aussi facile et c'est toujours pas facile. Actuellement, le gouvernement actuel propose de revoir la Constitution. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment d'affirmation concrète de ce côté. C'est pas avoir les mairies, avoir la région, ce n'est pas avoir le pouvoir de décider de tout et surtout pas de faire évoluer le statut de la Réunion. Il y a des choses que le PCA ne pouvait pas faire non plus. Mais le PCR a fait sa part. Je veux dire, par exemple, je parlais du solaire. À l'époque où le PCA était aux affaires, il y a eu une volonté de développer l'écologie et à un moment, il y avait plus, on disait qu'il y avait plus de chauffe-eau solaire à La Réunion que sur tout le territoire de la France, par exemple. Mais parce que c'était une volonté politique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne voit plus ça. Donc il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses, malheureusement, on est limité à cause justement du statut de ce cadre de département. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut maintenant passer à autre chose. On est à 72 ans, il faut passer à autre chose. Et on le voit d'ailleurs. Hein. On a toujours le plus fort taux de chômage, le plus fort taux d'illettrisme. Dans tous les domaines, on est les derniers de la classe. Donc, Alors,
Pour parler de ce qui doit être fait aujourd'hui, on arrive depuis 2010, le Parti communiste a perdu beaucoup de son aura politique. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de... Je dirais, il y a plus de moyens, je dirais, de conquérir ou de gagner ne serait-ce qu'une collectivité. Comment va faire le Parti communiste pour s'imposer? Vous savez, vous dites qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'élus, beaucoup de collectivités, etc. Mais dans son histoire, 60 ans d'histoire l'année prochaine, le Parti communiste n'a pas eu autant que ça de postes d'élus. Il y a une époque où le Parti communiste était contré, il y avait la fraude, il n'y avait pas d'élus. Même si le peuple choisissait les membres du PCA, il n'y avait pas d'élus. Ça n'a pas empêché de faire évoluer dans le sens de la reconnaissance de la culture réunionnaise. Ça n'a pas empêché de faire évoluer les choses sur énormément de plans, même si on n'avait pas de poste d'élu. Je ne pense pas que le poste d'élu soit garant pour faire avancer les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont élus aujourd'hui, et je suis au regret, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas non plus. Donc je n'associe pas le combat politique à un poste d'élu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans être élu. Dimanche 11, il y a eu la première marche pour le climat, et pourtant le parti c'est organisé par un maire communiste, mais pourtant le Parti communiste, cette manifestation a été très bien suivie, et pourtant, comme vous dites, le Parti communiste n'a pas des élus partout. Ça n'empêche. Alors, quelle va être la stratégie alors? Qu'est-ce que Julie Montalba veut proposer? Nous, ce qu'on fait actuellement, depuis quelques années, on essaie de sensibiliser la population sur leur histoire, sur l'histoire de la départementalisation. On essaie de dire que c'est une date importante, aussi importante que le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est quoi? On est passé de l'esclavage à un statut de colonie. Donc on a libéré les esclaves. C'est une date très importante. Le 19 mars, c'est quoi? On est passé du statut de colonie à un statut de département. C'est-à-dire on est arrivé à ce qu'on peut dire l'ère de l'égalité avec la France. Donc nous, on se dit que déjà cette date-là, il faut la faire connaître, et il faut la reconnaître, et il faut qu'elle soit célébrée comme le 20 décembre. Ça, c'est une chose. Reconnaître le passé, reconnaître le combat des anciens, et aussi se battre pour que les choses évoluent. Voilà là où on en est aujourd'hui. Et concrètement, dans la démarche, on est à 2 ans des élections municipales. Il y a les élections qui vont succéder, départementales, régionales, présidentielles, députées, il y a également européennes. Comment le Parti communiste peut aujourd'hui peser encore sur le débat et faire des propositions? Il y a des fenêtres d'ouverture. Par exemple, il y a les assises des Outre-mer. On a déposé nos propositions. On est parti à la préfecture, on a été écoutés, on a déposé nos propositions. Donc là, c'est une action concrète. Dernièrement, lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu autour des cyclones, les dégâts et tout, nous étions les seuls partis à avoir déposé, encore une fois, les propositions pour la Réunion. Et la préfecture, les personnes qui nous ont reçus nous ont dit, vous êtes les seuls politiques à la Réunion à être intervenus, à faire des propositions, et ces propositions seront remontées. Donc, c'est pas une question d'avoir, comme je le dis, je le redis, c'est pas une question d'avoir des postes d'élus, c'est une question de volonté politique, c'est une question de savoir ce qu'on veut pour notre pays, et d'y aller véritablement. Aujourd'hui, le Parti communiste doit se reconstruire. Comment Julie Montalba va proposer ses idées, sa stratégie? Comment vous allez travailler avec de nouvelles personnes? Comment définir quel doit être le dogme de ce que doit être le Parti communiste de demain? Écoutez, nous, comme vous dites, on essaie de se reconstruire. C'est pas facile. On a perdu notre leader, on a perdu celui qui a fondé le parti. Et bon, ça devait arriver, on le savait. Mais on se reconstruit tous les jours. On se voit, on fait des séminaires, on continue à parler de l'idéologie du parti. Les choses évoluent tous les jours. Donc, ce qu'on pensait pour notre île il y a 60 ans n'est pas forcément la même chose. Les choses changent. Donc, on se voit régulièrement, on fait des choses, on n'est pas statique, on ne reste pas dans notre coin, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. C'est pas du tout le cas. Alors, comment, dans ce cas-là, sur le terrain, qu'est-ce que vous dites aux gens que vous rencontrez? Comment vous leur dites que le Parti communiste peut être un parti d'avenir? Par nos propositions. Nous, quand on arrive avec notre petit livret, on l'a fait il y a 2 ans, pour les 70 ans de la loi de départementalisation, puisqu'on est là-dessus, par exemple. Nous, on va vers la population et on a des documents.
des écrits. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas un parti qui reste là et qui commente les choses. Non, on produit des choses et dedans, il y a les propositions. Donc les personnes peuvent voir les propositions qu'on fait et peuvent comparer et peuvent adhérer ou pas à ces propositions. Donc on a quand même quelque chose de concret à proposer à la population. Et on essaie d'aller régulièrement, distribuer nos documents, les vendre ou il y a des choses, ça c'était à 2 euros par exemple. Mais il y a des choses qu'on donne à la population. Il y a aussi le journal témoignage qui permet de faire passer les informations. Par exemple. Alors, je reviens sur parce qu'on parlait d'information et de communication. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on vous écoute? Qu'est-ce que vous dites par rapport aux problèmes qui sont posés? Et la question aussi, c'est que aujourd'hui, les partis politiques ont évolué. Depuis l'avènement Macron, les lignes ont bougé. Est-ce qu'aujourd'hui, un parti politique, c'est encore la meilleure structure pour faire porter ses idées? Écoutez, c'est une vaste question. Effectivement, vous posez cette question, on se la pose aussi. C'est vraiment difficile, les gens ont changé, la population actuelle, enfin, les jeunes ne s'adhèrent plus aussi facilement à un parti qu'avant, ils sont militants, mais ils ne sont plus forcément dans un cadre de parti. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et on le voit, et on y réfléchit aussi. Comme vous posez la question, c'est la population qui évolue, c'est... Actuellement, on voit des femmes, quelques femmes aujourd'hui qui se réunissent, qui font des conférences de presse. Vous en êtes, Julie Pontalba. Les femmes aujourd'hui, c'est l'avenir du Parti communiste? Actuellement, je dois dire que aujourd'hui, oui, ça a toujours été le cas. Hein. On est dans le mois de la femme. Hein. Il faut quand même pas oublier que quand les femmes ont voté pour la première fois en 1945, justement, c'était les femmes du Parti communiste qui ont été... C'est là qu'il y a eu le plus d'élus. C'est vrai. Et j'ai dit la dernière fois, je vais juste rendre hommage aux femmes russes, aux femmes soviétiques, aux femmes communistes, parce que il y a eu cette révolution de 1917, je crois, entre autres, et elles sont battues pour qu'on arrête de tuer leurs maris, pour la paix. Et effectivement, il y a eu ça. Et puis, il y a eu des différentes révoltes. Hein. Il y a eu la bataille en France pour le vote, la loi de 44 qui permet de le vote en 45. Elles ont demandé à avoir droit à avoir un compte. La loi n'a pas évolué facilement. Et il ne faut pas croire que parce qu'on est en Europe, on est en France, que les femmes sont mieux loties, sont tellement mieux lotis. Par exemple, l'autorité du père sur la femme quand le mari n'est pas là. Il y a eu quand même beaucoup de choses et on voit que la femme doit encore se battre. Exactement. Par exemple, vous parlez du compte, ça date de 10 ans. C'était en 2005 2002, pour les listes électorales pour avoir un compte. 1960, 1964. Voilà. Donc c'est pas 50 ans, hein, je crois. C'est pas loin. Pas si loin que ça. Non. Et effectivement, pour vous parler des femmes russes, souvent on parle des suffragettes et on oublie ces femmes russes là, alors que c'était elles qui étaient à l'origine du mouvement pour les femmes. Et on revient au Parti communiste, c'est à La Réunion qu'il y a eu le plus de femmes élues. On va rappeler l'UFR avec Isnel Hamelin qui a été créée par des femmes communistes, effectivement, Isnel Hamelin. Elle a été la première présidente de l'UFR. Ensuite, il faut dire aussi que la première femme élue députée était une femme du Parti communiste réunionnais. Et à cette époque, c'est une volonté d'un parti de mettre une femme. On n'a pas mis une femme sur une circonscription, on savait qu'elle allait perdre, comme ça se fait parfois. Et à l'époque, il n'y avait pas de loi de parité. Le Parti communiste n'était pas obligé de mettre une femme. Le Parti communiste a décidé de mettre une femme et sur une circonscription où elle pouvait gagner. Donc c'était une volonté d'un parti, c'était le Parti communiste réunionnais. Il faut le rappeler, oui. On va rappeler aussi que c'est la gauche, souvent, grâce aux lois, qui ont fait en sorte que la femme soit sur les listes électorales, qu'il y ait une parité d'abord au municipal, après ça a été au régional. On rappelle donc que à chaque fois, la gauche a fait avancer la cause des femmes, en tout cas au niveau politique. Et aujourd'hui, la femme, elle est plus de droite ou de gauche ? Quand on voit ce que vivent les femmes, j'aurais tendance à dire que les femmes seraient plus de gauche, mais je n'ai pas de statistiques, je ne peux pas m'avancer. C'est un paradoxe quand on regarde les résultats. Sur ce plan. Donc j'aurais tendance à dire ça. Mais Alors, comment préparer une relève, quand on parle de femmes, comment préparer une relève politique avec des femmes qui aujourd'hui travaillent, sont mères de famille, essayent
de rester, de garder des valeurs, parce qu'en politique, souvent, lorsqu'il y a le pouvoir, les valeurs s'en vont, et c'est tout ce qu'il y a de moins bien dans l'être humain qui se révèle. Comment faire pour devenir une femme politique, être une leader politique, tout en restant avec des valeurs? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, effectivement, être femme élue, ce n'est pas un garant de l'honnêteté. Effectivement, personne, voilà, on est élu, homme ou femme. On est humain, effectivement, il peut y avoir des déboires. Ensuite, effectivement, la loi permet à plus de femmes, entre guillemets, d'accéder à des postes d'élus, mais on voit que malgré tout, la proportion de femmes élues est quand même faible. Je crois que 16% au total, mais ça reste faible. Alors que apparemment, il est passé de 18 à 36% à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, mais d'une manière générale, ouais. Hein, enfin, là, on parle de postes de chef d'exécutif, de postes, parce que généralement, la femme est à parité, à part égale aujourd'hui sur les listes municipales. Sur les listes municipales, mais après, au poste de pouvoir. Soi-disant, en tant que député, il y a la loi de parité, mais ça dépend encore des partis. Et là encore, il y a une espèce, j'ai envie de dire, une espèce d'hypocrisie à plusieurs sens. Les femmes doivent accéder parce qu'il y a la parité, mais malgré tout, on sait qu'il n'y a rien elles restent quand même au foyer, c'est quand même elles qui s'occupent des enfants, et il n'y a pas grand-chose de fait dans ce sens. Autre hypocrisie, vous dites homme-femme, mais on reste quand même dans une espèce de structure où c'est quand même les personnes qui ont les moyens qui peuvent se présenter à une élection. Parce qu'on vous demande d'avoir un compte de campagne, on vous demande d'avoir tant. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes, à moins d'être dans un parti, et là encore, la femme dépend du parti. Si on est dans un parti un peu comme le Parti communiste où on permet aux femmes d'accéder à des postes, oui, mais si on est dans des partis où il n'y a pas ça, donc il y a aussi une hypocrisie. Soi-disant, sur le papier, la femme a accès à 50%, mais dans la réalité, ce n'est pas du tout réaliste, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Exactement, il y a encore beaucoup à faire au niveau de la société elle-même. Alors, on va juste pour enfoncer le clou, il y a à peu près 130 à 140 pays au monde. Il y a 16 femmes qui dirigent, parmi les dirigeants, il y a 16 femmes, pour montrer que le ratio est bien autour de 10% et non pas plus. Et encore, Benazir Bhutto vient Aung San Suu Kyi est mise à mal. Amina Gurib Fakim, qui est la présidente de l'île Maurice, la seule femme africaine présidente d'un pays, va démissionner parce qu'elle est dans des déboires financières. Donc voilà, on voit que ce n'est pas simple et que d'une façon ou d'une autre, la route sera encore longue avant que la femme arrive à égalité avec l'homme. Oui, tout à fait. On le voit bien, hein, et ce sera même très très long. Hein. Vous voyez, par exemple, pour que les femmes votent, ça a été très 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 long pour qu'il y ait l'égalité avec les hommes. Est-ce qu'il faut aussi arriver à une égalité ou bien vraiment à un équilibre? Je ne sais pas. Est-ce que... En tout cas, si la question est posée, on aura l'occasion de voir, mais je vais quand même faire sourire parce que c'est une phrase que je le dis souvent, que la femme ne s'inquiète pas. D'un point de vue purement physiologique, la femme sera toujours supérieure à l'homme. Merci Julie Pontalba, Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci à la régie, merci à François et à l'Alena. Moi, je vous souhaite un bon début de soirée. Je vous dis à demain.